Eric, tu m'entends? Oui, oui, on vous entend. Ça arrive, ça arrive. Oh, d'accord, d'accord. Voilà. Il n'y a pas que le bloc. Avec plus que nos voilà. Ah, on a deux personnes en attente. Voilà. Nicole. Direct. Nicole, c'est Christian. Nicole, c'est Christian. Nicole, c'est Christian. On voit mieux les autres que nous. Regarde Anne-Marie avec son. Nous aussi, on a chaud, Marie. Ah ouais, je vais mourir là. Bon, allez, toi. Quoi, moi? Moi, là, Il faut que tu cliques là, ouais. Visiblement, ça marche le direct. Il y a déjà 100 personnes. Ah, Olivier avec une assistante. Il y a Stéphanie qui est en train de l'aider. Je sais pas comment c'est. Là, comment c'est que c'est mauvais, là. Qui veut? 150 personnes qui vous regardent sur Facebook. Et comment ça se fait que ça marche pas, là? Connexion de l'audio. Bien et chaud, voilà. Alors, démarrer vidéo. Ah, Claude. Bonjour, monsieur, dame. Et là, c'est quoi, là? Vas-y, appuie. Ah bah non, mais je veux pas appuyer. Hein. Je reprends les noms. Ah, attends. Démarrer la vidéo. Ah, bah voilà. Eh ben, dis donc. Bonjour. Bonsoir à tous. Enfin. Donc, en présentiel, comme ils disent maintenant, le maire, Patrick, Marianne, Romuald, je descends vers Nathalie, Daniel, Noël, Isabelle. Marianne, je l'ai cité? Oui. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont présents ici. Et puis, donc nous avons, alors à l'écran pour l'instant, Claude, on a Jérôme, Olivier, Anne-Marie, Oui. Michael, Oui. Émilie, Oui. il doit y avoir Florence aussi, Oui. que j'ai vu. Oui. Et les autres vont se connecter au fur et à mesure, parce que je pense que... Il y a Christian. Donc, nous avons... on espère que les autres vont trouver la solution pour se connecter. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose, mais moi, je n'entends rien. Ah oui, je sais pas. Bon, moi, c'est Christian, hein. Voilà. Je n'entends pas Christian non plus. Vous m'entendez pas. Je vais les excuser avec le pouvoir. François Claude Olivier. Ferreira qui le donne à Daniel, Pascaline qui le donne à Nathalie, Diaby qui le donne, Christian Bell qui le donne à Isabelle, Gérard qui le donne à Patrick, Michel qui le donne à Daniel. Ah si, mais bon. Marianne, Tu t'entends pas? Claude, là, je pense qu'il a une petite fois qu'il coche. Marivonne. Et toi, on t'entend? Bah, moi, il m'a pas cité. Florence. Non, toi, ça doit marcher. Et Regarde. Jean-François Roy qui donne à Simon. Et quand on aura Simon. Voilà. Bon, déjà, Excusez-moi d'intervenir, ça serait peut-être bien que tout le monde coupe son micro parce qu'on entend les commentaires et c'est voilà. Et puis quand on veut prendre la parole, on ouvre le micro. vous comme à l'habitude, vous allez cliquer sur le petit micro, vous le fermez, quand vous voulez parler, vous le faites. En bas. Alors, moi, c'est plutôt en bas à gauche. C'est plutôt bien. Non, attends. Comme emplacement. T'as fait, là. Bien, donc je propose que nous ouvrions ce conseil municipal exceptionnel dans la forme. Donc, il est vrai que ce conseil est d'une originalité telle qu'il a peu de chances de se renouveler dans les années à venir. Tout au moins, nous pouvons et nous devons l'espérer. Original par le fait qu'il succède au conseil municipal qui précédait le premier tour des élections et qui devait évidemment être le dernier de la mandature. Original parce qu'il se situe entre les deux tours de l'élection et qu'il aura un petit frère en juin pour adopter le budget. Original par sa forme, un nombre restreint de conseillers présents à l'hôtel de ville et les autres
en direct, autant que faire se peut, sur l'application Zoom. Original par le fait qu'en l'absence de public, nous retransmettons ce conseil en direct. Original et dramatique, enfin, parce que la situation sanitaire de notre pays, le fait qu'elle soit inédite, a tout bouleversé, a remis à plat de nombreuses habitudes, de nombreux fonctionnements, à commencer par la relation à l'autre, par les fameux gestes barrières, par la distanciation qui n'a rien de social, de plus sûrement physique. On nous dit plus rien ne sera comme avant, permettez-moi d'en douter. On nous dit que l'on va donner les moyens à l'hôpital public et à la santé, en général, de répondre aux besoins réels en santé de notre pays. Cela fait 20 ans que l'on nous dit cela, et dans toute cette période, quels que soient les gouvernements, on a sabré les budgets des hôpitaux, on a laissé se réduire le médecins, on a fermé des maternités, des services, des lits, on a laissé les productions de matériels médicaux se faire à l'étranger en détruisant le tissu industriel qui nous fait évidemment des défaut pour faire face à la pandémie. On nous dit que plus rien ne sera comme avant, mais les caddies pleins de papier toilette, de farine, de produits de première nécessité. On nous dit que cette période aura permis de mieux appréhender les enjeux environnementaux et dans le même temps, on retrouve les masques, les gants jetés sur la voie publique, sans compter les canettes, les emballages de toutes sortes. Je fais partie de ceux qui considèrent que nous avons besoin d'une société plus solidaire, et il y a eu des gestes formidables dans cette période. Les soutiens aux soignants, aux commerçants, la confection des masques, l'hébergement des soignants, et c'est ce que j'ai envie de retenir. Pas les salopards qui refusaient leurs voisins soignants ou en contact avec les malades parce qu'ils risquaient de leur transmettre le virus. Nous avons également besoin d'une société plus écologique, place du vélo renforcée, circuit court mieux mis en valeur, et en même temps, j'espère que les transports en commun, ceux qui évitent de prendre son véhicule personnel, ne vont pas être rejetés à cause de la promiscuité. Il est vrai qu'à Cognac, on a un petit peu de marre. Je veux maintenant revenir sur ce conseil si particulier, sans doute unique. Sur la forme, la loi nous en limite le présentiel à 10 personnes. J'ai donc proposé un représentant par groupe d'opposition, auquel s'ajoute le maire, évidemment, le premier adjoint, l'adjointe au commerce, l'adjointe à la solidarité et à la santé, l'adjointe à l'éducation jeunesse et l'adjoint au sport et vie associative, ainsi que le directeur des services et bien sûr le directeur du service informatique. La loi nous permet un vote par visioconférence et chaque élu, en présentiel ou en distanciel, peut avoir 2 procurations. Et bien sûr, les conseillers qui sont en visioconférence peuvent intervenir comme cela se fait dans un conseil municipal. Cette formule, exigée par la situation, n'est pas souhaitable à l'avenir et nous travaillons pour permettre la tenue d'un conseil normal en juin pour le vote du budget. Sachant qu'il y aura un conseil en juin pour voter le budget, on peut se poser la question pourquoi ne pas avoir attendu ce conseil? Tout simplement parce que nous devons délibérer sur les rapports liés au centre de santé avant que celui-ci ouvre le 1er juin. Il s'agit plus particulièrement, vous le verrez tout à l'heure, des contrats des médecins, du coordonnateur et de la secrétaire. En ce qui concerne le centre de santé et de prévention, je me réjouis que nous ayons abouti et je me réjouis également que ce soit mon équipe qui en assure l'ouverture. Je ne sais pas s'il y aura une inauguration, ni à quelle date, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que nous puissions répondre à l'attente des cognassés en matière de santé, et plus particulièrement des patients du cabinet médical Père Aristide Briand, mais pas seulement. Parce qu'à terme, non seulement nous aurons compensé sa fermeture, mais également nous aurons gagné des médecins supplémentaires. Certains se sont moqués de l'âge des médecins, mais demandez à Soyeux avec qui ils ont commencé. Dans la plupart des centres de santé, qui s'ouvrent en France, ce sont des médecins libéraux, retraités, qui en forment l'ossature initiale, avant que n'arrivent des jeunes médecins. Pour nous, ce sera en novembre, avec un groupe de jeunes médecins. Le centre est donc municipal, comme celui de Soyeux, avec lequel nous travaillons, je le dis, en parfaite harmonie. Peut-être aura-t-il vocation à devenir départemental. Mon successeur en décidera. Le constat est simplement que si nous avions attendu ce centre départemental, je pense qu'il n'aurait pas ouvert avant 6 mois et que nous aurions perdu des médecins. Et je tiens très sincèrement à remercier les personnes qui auront activement contribué à son ouverture. À la mairie, il s'agit de 3 personnes en particulier. Elisabeth Durin, qui a ouvert la voie, Anne-Sophie Geffrey, qui l'a finalisé, Ludovic Poujat pour la partie administrative, tout cela sous la responsabilité, bien sûr, du directeur Philippe Dominique et Émeric pour la partie informatique. Je remercie bien sûr Atika Rida Chafi, la directrice de l'ARS, qui a été facilitatrice avec son service
et dont les conseils nous sont été précieux. Je remercie également Clémence Boudet de la Caisse primaire d'assurance maladie et sa directrice, Nathalie Etcheverry. Jean-Claude Provost, secrétaire du Conseil de l'Ordre des médecins, avec lequel les échanges ont été extrêmement positifs et toujours empreints de la volonté de faire aboutir ce dossier complexe. Enfin, je remercie vraiment très fort les médecins qui ont adhéré à notre projet. Sans médecins, pas de centre de santé. Et on sait d'expérience que les médecins attirent les médecins puisqu'ils donnent sa crédibilité au projet. Avant que nous prenions l'ordre du jour, je voudrais faire un premier bilan des mesures prises concernant le Covid dans différents secteurs. Alors, pour ce qui est de l'organisation de la ville, le 17 mars 2020, il y a eu la mise en place d'un plan de continuité d'activité. En 2 temps. Jusqu'à fin mars, 50% des effectifs étant encore présents. À partir de début avril, uniquement 22% des effectifs présents. Pour info, le seuil critique jugé, c'est 25%, pour assurer le fonctionnement minimum, avec 21 agents qui étaient en télétravail. Le reste, en autorisation d'absence spéciale ou vulnérable au Covid. L'objectif de ce plan de continuité d'activité, c'était bien évidemment d'assurer la continuité du service public minimum en recentrant l'activité des agents sur les missions essentielles. Limiter la propagation du virus au sein des services et au sein de la population et protéger les agents valides contre ce risque. Effectivement, ça s'est traduit par un fonctionnement dégradé, mais fonctionnement dégradé avec la fermeture de tous les accueils physiques, mais avec une permanence téléphonique à l'hôtel de ville, au CCAS, au service technique, à la police municipale. Il y a eu bien sûr le maintien des services de police municipale, de la résidence Alain Drémont, de la propreté urbaine, du GIP cuisine publique de Cognac. Il fallait bien assurer les repas de l'hôpital et de Dorémont, même s'il n'y a plus de repas dans les écoles. Sauf pour l'école Jean Massé, où il y avait les enfants de personnel soignant en primaire. À partir du 11 mai, mise en place du plan de reprise d'activité en 3 temps. Du 11 mai au 2 juin, on a à peu près 60% des effectifs à nouveau présents. À partir du 2 juin, on s'attend à 64% des effectifs et au 1er juillet, aux alentours de 90%. Voilà pour ce qui est des premières mesures. Ensuite, bien évidemment, on a d'autres sujets à évoquer. Les écoles. Il a fallu assurer la réouverture des écoles, avec une inquiétude de la part des agents des services, une inquiétude de la part des parents et une inquiétude de la part des enseignants. Ce travail a été mené par nos services, avec la direction de Karine Bernardo, que je veux vraiment saluer pour le boulot énorme qu'elle a fait, avec Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame Rallet, qui elle aussi, on a travaillé vraiment en symbiose pour que les choses soient possibles, et ça a permis d'ouvrir dans de très bonnes conditions. Ça a d'autant plus été possible d'ouvrir dans de très bonnes conditions qu'il n'y avait pas plus d'enfants, il y avait de places par classe. La situation va changer au 2 juin. Et je m'en réjouis. Je me réjouis qu'il y ait plus de parents qui mettent leurs enfants dans les écoles. Et j'espère bien, mais c'est d'ailleurs la demande du ministre, c'est-à-dire que tous les enfants doivent être mieux à l'école, une fois, etc. Je m'en réjouis. Et je me réjouis de voir que les derniers taux qui concernent les écoles où les enfants étaient sans doute le plus en rupture scolaire sont en train de remonter. Je pense que c'est grâce au travail que peuvent faire les enseignants pour essayer de récupérer les enfants et le travail que peut mener l'ASERP sur les quartiers concernés. Donc les enfants vont revenir à l'école. Les conditions sanitaires, on a essayé de les mettre de la manière la plus efficace possible, et je crois que là-dessus, on n'a pas eu de soucis. On a la chance aussi d'être dans un territoire où la maladie n'a pas sévi de manière grave, on n'a pas de décès, heureusement. On a eu peu de cas de Covid déclarés, pour ce qu'on en sait. Donc voilà, au 2 juin, tous les niveaux scolaires vont réouvrir. C'est-à-dire de la petite section de maternelle, pour dire les choses franchement, j'avais une grosse interrogation là-dessus, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. On est à peu près à 45% des enfants qui vont, ce qu'on en sait aujourd'hui, qui vont reprendre l'école. C'est pas 100% bien évidemment, mais c'est déjà un premier pas. Tous les niveaux, ça veut dire qu'il y a des écoles, des classes, où il y aura plus d'enfants qu'il y a de place dans
dans la classe. Donc, la décision que nous sommes en train de valider avec l'inspectrice de l'éducation nationale, c'est qu'on part sur un principe d'alternance, lundi, mardi, d'un côté, et jeudi, vendredi, de l'autre. Alors, pour les classes où on va loger l'ensemble des enfants qui étaient accueillis. J'ai pensé que ça risque d'être un retour en arrière. On les a tous. J'ai conscience que ça peut être un retour en arrière pour les parents qui avaient mis leurs enfants toute la semaine. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent venir à l'école, et pour que ce soit possible, il faut qu'à la fois suffisamment d'enseignants, et on n'a pas le temps pour diviser par deux, suffisamment d'enseignants, et puis aussi suffisamment de place pour l'école. On va essayer à chaque fois de gagner. En même temps, Nathalie va revenir tout à l'heure, mais on est en train aussi de regarder comment de la ville vont faire les écoles scolaires, les services de sport, santé, intervenir dans les écoles. On essaie d'accompagner au mieux cette reprise scolaire qui est pour moi indispensable. Alors, je sais bien que certains disaient qu'on pouvait attendre septembre pour reprendre, etc. Bon, il ne faut pas se mentir, on n'est pas sûr qu'en septembre la situation soit meilleure. Et je pense que si elle n'est pas bonne en septembre, ça veut dire qu'elle rentrer en septembre, mais peut-être en octobre, peut-être en novembre. Donc voilà, là, oui, on essaye de donner le maximum de chances de revenir à l'école à plus d'enfants possible. Il y a des parents qui peuvent les garder chez eux, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Le télétravail d'enseignement va continuer à se faire. Il y a des solutions de garde, sans doute. Mais pour nous, je pense qu'on est dans quelque chose qui a du sens. Avant de rentrer, j'ai encore un petit message à passer sur le commerce. On n'a pas la compétence aide économique pour les choses soient bien claires. En revanche, on a des interventions qui se sont faites sur la gratuité des terrasses, sur la gratuité des droits de place. Oui, ça y est, bah écoute. C'est quelque chose qui s'est mis en place. Les retours sont plutôt bons quand même là-dessus. On aura déterminé la date de fin de tout ça. Sans doute mon successeur aura-t-il à faire ce choix-là. En tous les cas, on a agi pour que cette partie-là ne soit pas contraignante pour les commerçants, sachant que leur situation est vraiment très difficile. Pour ce qui est des marchés, le marché couvert est resté ouvert. Bon, il a fallu intervenir 2 ou 3 fois parce que c'était un petit peu compliqué, on va dire. Le marché du champ de foire, après une fermeture, on a réouvert le plus tôt possible dès qu'on a eu l'accord de la sous-préfecture. Et de la même façon pour le marché de Saint-Jacques, dès qu'on a pu, on a réouvert le marché de Saint-Jacques. Alors, certes, il y a un commerçant, mais c'est important que le petit commerce puisse continuer à fonctionner. Voilà, donc ce qu'on peut dire également, c'est que nous travaillons avec les associations de commerçants, avec la Chambre de commerce, avec l'AGLO, pour mettre en place le plus rapidement possible le système Click and Project. Voilà, une place de marché digital. Voilà, on va parler français. Une place de marché digital qui permettra aux commerçants de Cognac de valoriser et leur commerce et leurs produits. Par ailleurs, je le dis en conclusion de mon propos, mais Daniel pourra y revenir plus particulièrement parce qu'elle s'est complètement investie. Moi, je me réjouis à la fois que la ville ait été en capacité d'offrir un masque à chaque habitant, que le conseil départemental ait permis d'apporter un 2e masque à chaque habitant, et que l'action des couturières qu'a animé Daniel a dû permettre, je crois, la création de 2600 masques, sans compter tous ceux qui ont... Oui, c'est bon, j'y suis. Ah bon, d'accord, ok. D'accord, très bien. Bon, à plus. Alors, Véronique, tu fermes ton micro et tu peux continuer à... Voilà, merci. Et toutes les personnes qui sentent que ce soit dans un réseau, etc., qui ont agi d'abord pour leur famille, pour leurs voisins, pour leurs amis, et
et qui ont permis que la solidarité existe réellement sur le ville. Et moi, je ne peux que m'en réjouir de toute cette action qui a été menée d'une manière, on va dire, consensuelle. Et tant mieux pour celles et ceux qui en ont bénéficié. Il y a encore plus de demandes. Alors, je le dis, on a encore des masques à la mairie. Les personnes qui regardent l'émission et qui ont un voisin ou qui eux n'en ont pas, ils peuvent venir ou nous demander et on les livre. Voilà, directement. Voilà ce que je pouvais dire en intro. J'aurais dû éteindre le micro. Voilà ce que je pouvais dire en intro. Donc, je propose que nous rentrions dans l'ordre du jour du conseil municipal. Et bien évidemment, toutes celles et ceux qui vont vouloir intervenir, les sujets s'y prennent sur ce que je viens de dire, n'hésiteront pas à le faire, je n'en doute pas. Voilà. Alors, vous avez l'approbation de procès-verbaux qui seront assignés. Et puis, il faut qu'on valide, je n'ai pas fait, je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Le conseil municipal n'a pas encore délibéré, donc voilà. La réunion du conseil municipal à distance, il faut le règlement intérieur de la prévoit pas, il faut donc que nous le validions par un vote. Donc, ce qui est proposé, c'est l'article 1er, la technologie retenue pour l'organisation de la réunion est celle de la vidéoconférence. L'outil utilisé est le suivant. L'article 2, l'identification des participants se fera par appel nominatif. Je l'ai fait depuis la résolution inscrite. Le vote des délibérations interviendra par vote au scrutin public organisé par appel nominal, c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Article 3, fait assurer le caractère public des réunions. Les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique via le site de la ville et via le site d'un journal départemental. Voilà. Donc, maintenant, je vais appeler, à moins qu'il y ait quelqu'un qui chose à dire sur ce premier rapport, je vais donc appeler les votants. Alors, on va plutôt faire les choses de cette façon. S'il n'y a pas d'opposition, je vais demander s'il y a des votes contre sur la première délibération. Il faut que vous preniez la parole pour le dire, si vous voulez voter contre. Non, j'entends pas dans tout ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'abstenir? Il n'y en a pas non plus. Donc, on va dire que le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je salue les internautes qui nous regardent. Alors, communication. C'est un verre de chloroquine? Non, je croyais que c'était un verre de chloroquine. Oui. La communication aux élus des décisions du maire prises en vertu de l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020. Vous savez que pendant cette période de confinement, j'avais quasiment les pleins pouvoirs. Je ne peux pas déclarer la guerre à la communauté, mais j'avais quand même pour prendre des décisions. Mais bien évidemment, les décisions que j'ai prises doivent être communiquées aux élus. Donc, la première décision, ça concerne les finances, c'est la participation financière forfaitaire des communes aux classes Ulysse. Voilà. Donc, ce qui est demandé aux communes pour lesquelles il y a des enfants qui sont scolarisés dans les classes Ulysse, c'est une participation forfaitaire qui est la même que l'an dernier de 700 €. Est-ce que ça appelle une loi? Non. Je continue. Commande publique. Commande de masques lavables à destination de la population dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid-19. Je l'ai évoqué dans mon micro. Pour dire les choses franchement, on ne savait pas où donner du téléphone pour obtenir 20 000 masques pour la ville de Cognac. Les premiers contacts avec Bordeaux Métropole étaient positifs, jusqu'à ce qu'ils nous disent que ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver. D'ailleurs, Bordeaux Métropole, si je ne me trompe pas, n'a pas que fait faire ces masques à la test, mais aussi utiliser les mêmes réseaux que dans la France, c'est-à-dire ceux qui voulaient bien en fabriquer et nous les vendre. On a eu aussi des contacts avec une entreprise qui est clairement cognacesse, qui est Safran, qui est plus connue à Cognac sous le nom d'Aérasure, hein, pour les gens qui l'ont connu il y a quelques années, puisqu'il y a des compétences, ils fabriquent des parachutes, ils cousent des parachutes, ils devaient pouvoir faire des masques. Bon, il s'est avéré que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on avait pensé initialement, y compris avec le directeur de l'entreprise, que je souhaite remercier de sa volonté de bien faire pour les habitants de Cognac. Aujourd'hui, on avait trouvé du tissu. Ah, je vais derrière. Ce que tu vas dire, ouais, tu vas nous raconter, je te laisse la parole.
Daniel. Je donne la parole à Daniel Jourdain. Alors, j'ai des échantillons quand même pour vous montrer. L'aventure a été après. Je crois que c'est pas allumé dans. Si, c'est allumé. Vous entendez, là? Vous entendez? Elle ne l'a pas encore parlé. Est-ce que vous l'entendez? Claude l'entend bien. Oui, oui, c'est Christian, on entend bien. Hein. Claude, merci. Donc l'aventure a commencé après seulement quelques jours de confinement. Un article dans Charente Libre consacré à Karina Arami, qui court pour donner du au virus, car il faisait don des masques qu'elle fabriquait. Cette initiative a interpellé une première couturière, Michel Chambelin, qui a du temps et une machine à coudre. L'idée me vient immédiatement de faire quelque chose, peut-être à plus grande échelle, afin d'offrir un masque de protection en tissu aux cognacés les plus vulnérables. Une information sur le Facebook de la ville, sur le site de la ville, quelques articles dans la presse régionale quotidienne, relayant mon appel au bénévolat à toute personne qui a une machine à coudre et du temps. Et pendant ces 8 semaines, du temps, nous en avons eu. De fil en aiguille, ça c'est une couturière, je n'ai pas résisté. Corinne, Thérèse, Nicole, Liliane, Rolande, Martine, une deuxième Nicole, Sarah, Christine, Marie, Maria, Anaïs, Fabienne, Pascal, une deuxième Martine, Eva, présente, une autre Pascal, Chantal, Christelle, Brigitte, Nicole, une deuxième Michel, Bernadette, Sylvette, Anita, une autre Christine, Isabelle, Juliette, Ndeye, Benoît de Lazare et ses 2 couturières, Joël, Gigi et Michel, notre deuxième homme. 36 au total, on ne compte pas. Plus moi, entièrement à leur service pour trouver du tissu, des élastiques vite remplacés par du lien jersey utilisé dans l'agriculture, pour couper des carrés, repasser en sachets, étiqueter et distribuer leur production aux cognacés qui m'appelaient, mais aussi aux médecins, auxiliaires de vie, au foyer Jeanne d'Arc, qui accueille des enfants en internat, aux policiers municipaux, à une entreprise chargée du nettoyage de locaux, aux commerçants des Halles et du champ de froid. Toutes et tous ont travaillé d'arrache-pied, chacune avec sa personnalité, sa sensibilité, sa générosité vers un but commun. À moi, il restera le goût d'une magnifique aventure humaine portée par le don de soi pour les autres. Et le sentiment d'avoir été actrice de ma vie pendant cette période bizarre. Quelques chiffres. À ce soir, nous en sommes à 2759 masques fabriqués. 1687 ont été distribués, soit du haut de mon deuxième étage, ou du fait directement à domicile. Actuellement, les couturières continuent à coudre afin de faire face à une seconde attaque de ce virus ou à un autre plus tard. Une précision, les masques que nous avons offerts sont à destination de la population saine, anti-projection. Ils sont faits en tissu de coton lavable et ne sont pas destinés aux professionnels de santé ni aux populations exposées au virus. Ils viennent en complément des gestes barrières. Parallèlement, la ville a acheté 575 mètres linéaires de tissu coton et 4 km d'élastique à une entreprise familiale de Dordogne. La société Safran, dont Michel parlait tout à l'heure, a découpé le tissu pour pouvoir en faire 10 000 masques en plus. Les volontaires de Safran sont en train en ce moment d'en fabriquer un peu plus de 2 000. Le reste sera remis à une entreprise d'insertion qui fabriquera le reste des masques. Nous avons également commandé 20 000 masques auprès d'une entreprise familiale basée dans les Cévennes, qui normalement fabrique des bas et des collants. Nous les avons reçus 2 jours avant le déconfinement et pu assurer leur distribution dès le lendemain, dimanche 10 mai. Chaque cognacé a ainsi bénéficié gratuitement d'un masque lavable réutilisable. Nous avons également équipé notre personnel municipal d'un lot de masques chirurgicaux afin que ceux qui ont repris le travail en présentiel puissent le faire dans les meilleures conditions. Michel, je suis fière d'avoir pu participer avec toi à cette aventure. Je crois que nous avons pleinement rempli notre rôle primordial qui consiste à protéger nos concitoyens. Merci Daniel. Peut-être une intervention d'une conseillère départementale? Non? Moi, je peux intervenir. Attends, donc, Isabelle vient de lever le doigt, je donne la parole à Isabelle. Après, c'est Émilie qui veut parler? Non? Oui, alors, d'abord, je voudrais saluer le dévouement de nos héros du quotidien, les fonctionnaires, les livreurs, les caissières, les infirmières, tout le corps médical. Souhaiter un bon rétablissement à tous ceux qui ont été malades
et présenter mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, mais dans l'explication, effectivement, les masques, vous aviez dit recommander une commande à une entreprise du Gard, et effectivement, on a eu des masques provenant d'Italie, donc je voulais savoir comment ça s'était passé. Et puis dire que, effectivement, moi, le 6 avril, j'avais une conversation avec Daniel au sujet des masques, et j'ai mis aussi ma pierre à l'édifice en allant acheter une machine à coudre et en faisant aussi des masques, et je les ai aussi donnés aux gens que je rencontrais. Je voudrais effectivement savoir, donc, par rapport à l'entreprise du Gard. C'est tout simple. On a réussi à trouver une entreprise, après les démarches que je vais expliquer tout à l'heure, du Gard, et il se trouve qu'elle fait faire une bonne partie de sa production en Italie. Voilà. Bon, je pense que de la même façon que le conseil départemental a fait appel à des bénévoles et ensuite a essayé de trouver une entreprise de Montluçon qui les fait fabriquer au Pakistan. Pour ce qui est, c'est de la sous-traitance, clairement, mais si on n'était pas passé par là, on n'avait pas de masque. Enfin, il y aurait eu les masques du département, sans doute, mais comme je le disais en intro, ça a permis de distribuer le masque. Alors, ceux-là, effectivement, sont différents des autres. Il y a des gens qui aiment bien ceux-là, il y en a qui préfèrent des masques plus en tissu. Bon, voilà. De la même façon, pour que les choses soient claires, Daniel l'a dit, ce n'est pas des masques médicaux. Je pense qu'avec la problématique des masques, c'est une barrière psychologique. Enfin, quelqu'un qui a un masque, on a tendance à se rappeler qu'il y a besoin de faire attention. J'espère que je ne fais pas à personne avec un masque de 2 €, mais sur le principe, il faut quand même être. Ça rappelle là. Et il n'empêche que ça enlève quand même, quoi qu'il arrive, ça enlève une bonne partie de ce qu'on peut expurger. Voilà. Bon, là, c'est tout simple. Nous avons trouvé des masques en Italie. Ils travaillaient pour d'autres villes, comme toutes les entreprises qui étaient dans le tissu. Et comme je l'ai dit en intro pour le matériel médical, on voit bien qu'aujourd'hui, la industrialisation dans le textile de notre pays, et pas seulement dans le textile, dans les matériels médicaux. Olivier pourrait nous expliquer tout ce qui peut manquer. Quand ils sont commandés en Chine, tout allait bien. Quand la Chine ne fournissait pas de chair, tout le monde se servait là-bas. La Chine a besoin des matériaux. Ils se servent en premier. Et puis, on voit bien que l'indépendance de notre pays, la santé, c'est quelque chose qui est aussi important, peut-être que d'autres ont considéré comme déterminant, comme les armes, comme. Voilà. Donc, le président, il a dit qu'on était en guerre sanitaire. Et en guerre sanitaire, je crois qu'il doit se doter des outils pour pouvoir répondre à ces risques-là. Que ça nous serve de leçon, je l'ai dit en gros, je l'espère, je ne suis pas sûr, mais là, c'est assez grave pour que, au moins dans un court terme, on y travaille. Voilà. Nous sommes entièrement d'accord sur ce sujet, relocalisation de la fabrication en France. Ouais. Michel. La mondialisation peut avoir du bon, la mondialisation, quelquefois, elle a des effets qui sont négatifs. Émilie, c'est toi qui levais le doigt? Oui, tout à fait. Moi, je tenais vraiment sincèrement à te remercier, Michel, puisque dans la distribution des masques fournis par le département, comme vous le savez, donc nous, on a bossé pendant 2 jours pour ensacher les masques, notamment ceux qui avaient été confectionnés par les couturières bénévoles, donc probablement des amis de Daniel, donc pour le département. Et ensuite, j'ai trouvé qu'on avait vraiment pu travailler de concert et de façon très efficace avec toi, Michel, pour la distribution, en couplant notre distribution. Ça s'est bien goupillé entre votre réception des masques et notre réception des masques. Et grâce à ça, chaque cognassé a pu bénéficier de 2 masques donc en même temps. Et voilà, moi, je tenais à te remercier, Michel, parce que sincèrement, dans ces situations compliquées, j'ai vu qu'on arrivait à bien travailler ensemble et c'était vraiment, j'ai trouvé un chouette moment. Voilà, merci. Merci, Émilie. On pourra peut-être faire une liste commune en 2026. Bien, donc c'était la deuxième communication que j'avais apportée. Le troisième, c'est Daniel l'a dit, c'était donc la commande de tissu et d'élastique à Javerlac en Dordogne. Le troisième, il s'agit de l'attribution d'une subvention au CCAS, mais là, c'est des moyens au CCAS, c'est pas
en plus, c'est ce qui était prévu au budget, mais le CCAS a besoin de payer ses salaires, de faire les aides qui sont nécessaires, donc c'est juste tout à fait normal. Remise de loyer pour l'association APEF, peut-être que Patrick, tu veux en dire un mot. Nous avons été sollicités par l'association APEF, l'association pour l'emploi des jeunes, qui a vu son activité réduite et même annulée pendant les mois de 2 mois de confinement. Donc, ils nous ont sollicité pour une remise de loyer qui va tourner autour de 2 000 euros. Qui s'inscrira dans ce que va nous coûter les mesures liées au Covid à Cognac. On est aujourd'hui, de ce qu'on en sait à peu près, on est entre 400 et 500 000 euros. À la fois l'absence de rentrée d'argent, c'est le sujet après, c'est la gratuité des droits de place pour les marchés. Il y a de l'argent qui ne rentre pas. Il y a de l'argent qui ne rentre pas par rapport aux écoles. Tu veux lire vas-y, maintenant. Oui, donc nous avons eu, comme vient de dire Michel, des baisses assez substantielles de recettes de fonctionnement, puisque le total de toutes ces baisses, que ce soit les droits de stationnement, les droits de place, les locations de salles, les droits de mutation, les différents quasiment annulés, comme dans le taxe sur la consommation électrique. Donc toutes ces recettes de fonctionnement, ces baisses de recettes s'élèvent à 521 000 euros. Alors, parallèlement à ça, on a eu des économies en dépenses de fonctionnement, puisque on a fait des économies de chauffage, des économies de carburant, une réduction de la qualité des services, des économies d'entretien de certains bureaux, les annulations des fêtes, de la Montanet, de Blues, etc. Au niveau du gîte, nous avons eu moins de repas servis. Donc, ces économies en dépenses de fonctionnement s'élèvent à 225 000 euros. Par contre, nous avons des surcoûts liés aux achats de masques et de gel hydroalcoolique, notamment, pour un montant de 81 000 euros. Donc, tout ceci mis bout à bout, on arrive à un déficit global de entre 400 et 500 000 euros. Voilà. Et on n'a pas, je parlais de la subvention du CCRS qui a été prévue pour l'année par Covid. On ne mesure pas du tout aujourd'hui l'incidence sociale pour les habitants de Cognac, les besoins en aide, qu'elles soient alimentaires, des fluides, l'électricité, le gaz, etc. Pour payer l'essence, pour payer les loyers. Je pense que la crise sanitaire que nous vivons va laisser sur le carreau un certain nombre de salariés, de commerçants, de chefs d'entreprise. Et à un moment, ils se retourneront vers le service qui est là pour les accompagner, pour qu'ils rentrent dans le cadre des personnes qui sont concernées par le CCAS. Mais il est possible qu'on ait des besoins supplémentaires d'ici la fin de l'année. Je pense intuitivement que ça va plus être difficile en 2021 qu'en 2020, mais il est fort possible qu'on ait d'ores et déjà des besoins qui arrivent après les vacances. Je suis tenté qu'il y ait vraiment des vacances. Par ailleurs, au tout début du confinement, on s'est posé la question des associations du type Resto du Cœur, Épicerie Sociale, les maraudes de la Croix-Rouge. Moi, j'ai voulu qu'ils continuent. Alors, ce n'était pas forcément la politique ou départementale ou nationale qui était prévue dans un premier temps. Moi, j'ai voulu qu'ils continuent parce que, hélas, le besoin en alimentaire ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait une crise et les gens qui continuent chez eux. Au contraire, quand il y a des enfants, quand les enfants étaient pris en charge à l'école le midi pour le repas du midi à 1 €, il n'est pas certain que les repas pris à la maison soient de même nature. Donc, les responsables des structures, des associations que je viens d'évoquer ont joué complètement le jeu. J'ai participé à la distribution, à l'épicerie sociale le temps de ce confinement. Marianne a participé au sur la Croix-Rouge. Je crois qu'on a répondu aux besoins qui se faisaient jour à ce moment.
Donc, je le dis, je ne sais pas quels seront les besoins d'ici la fin de l'année. Ce sera mon successeur qui aura à le porter. Mais à un moment, la situation va devenir difficile. Marianne. Peut-être un petit mot pour compléter ce que disait Michel, observer ce qu'on a pu observer collectivement, parce qu'on a vraiment, je te remercie particulièrement pour la donnée aussi, Irène, je voyais quand même, l'ISRI et toute son équipe, tous les bénévoles qui sont arrivés en plus, sans qui on n'aurait pas pu réussir à faire ce qui a été possible pendant le confinement, que nous, on a été sur le terrain tout le temps pour se faire le relais, et qu'on a pu observer quand même des difficultés beaucoup plus accrues, notamment sur la question de l'accès au droit, puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer, un certain nombre de services publics étaient accessibles par voie numérique. Aujourd'hui, la fracture numérique aussi est une réalité. Donc, on a fait quand même beaucoup d'accompagnement de personnes par téléphone. Au départ, il a fallu que ça se mette un petit peu en place et ça a été un peu compliqué. Et on voit bien que dans une période comme celle qu'on a traversée, pour des gens qui avaient des difficultés, ça mettait de la surenchère aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et vraiment, le maillage, on a quand même cette chance à Cognac d'avoir un petit territoire avec des acteurs de terrain qui se connaissent, qui savent travailler ensemble. On peut parler de l'ASERP aussi, et des initiatives qui ont été prises par l'ASERP, qui a fait vraiment un travail de terrain, de prévention pendant tout le long du confinement. Ça a été dit dans la presse, on a vu les initiatives des artistes, des immeubles, etc., qui ont été vraiment réussies. Voilà, on voit qu'on a une chance quand même d'être sur un petit territoire à échelle humaine, que la solidarité a bien fonctionné. Elle a un petit peu de coordination dans tout ça, mais finalement, on est quand même plutôt bien lotis. Et les difficultés, je suis assez d'accord avec Michel, seront plutôt d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Et c'est à ce moment-là où on va arriver sur des ruptures de droit, où les gens vont arriver en fin de cycle parce qu'ils vont certainement licencier, où il y aura des difficultés dans les entreprises. Et je crains le pire à titre personnel pour plutôt 2020. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Pas tout le long du confinement, Marianne. Le 6 avril, lorsque j'ai appelé l'ASERP pour signaler des gens en grande difficulté, on m'a répondu qu'ils étaient confinés, qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Et après, effectivement, ils sont intervenus. Mais quand j'ai appelé, on m'a dit non, on ne peut pas intervenir, on est confiné, on ne prend pas de risque. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas cité l'ASERP dans les associations avec lesquelles on est intervenu avec Madame la sous-préfète en disant vous pouvez, vu votre fonction sociale, vous pouvez pas, il faut trouver une solution en respectant les risques sanitaires, bien évidemment. Et vous ne pouvez pas rester. Voilà. Et ils ont, dès que l'intervention s'est faite, et le président et la directrice ont accepté notre demande. Et, c'est le point de la délibération numéro 68, l'attribution d'une subvention à l'association Stromboli, c'est ça, c'est des artistes. Alors, dans un premier temps, moi je suis là avec eux, c'était distribution des autorisations préalables de sortie, c'était aussi distribution de masques, c'était de contact avec les habitants de la cité, et puis dans un second temps, on s'est dit que peut-être les gens sur le balcon, on pouvait proposer un peu de loisirs avec un petit temps de musical, théâtral au pied des cages d'escalier. Pour ceux qui sont venus, ils ont vu que sur tous les balcons de nos bâtiments, ils étaient tous dehors en train d'applaudir ce qui se présentait. C'est un travail qu'on a mené avec la compagnie Stromboli, c'est un travail qu'on va continuer à mener avec Stéphane Jouan de l'Avant-Scène. Moi, je salue la réflexion qui est la sienne et le fait de prendre en compte ça. On n'aura pas le même coup chauffe qu'on a eu, clairement, c'est pas possible de rassembler des gens. On est encore dans une période compliquée de ce point de vue-là. En revanche, il est prêt à travailler autrement pour que ça puisse se faire en bas d'un bâtiment ou d'un quartier où les gens peuvent être autour d'un petit événement sans qu'il soit besoin qu'ils se rassemblent. Et je pense que là, je le remercie qu'il ait adopté cette proposition qui nous en faire d'autres dans les jours qui viennent. Oui, parce que dans les 15 premiers jours, les appels que j'avais, c'était effectivement des gens qui n'avaient pas d'imprimante, qui n'achetaient pas de journal, qui n'avaient pas d'autorisation de sortie, qui n'avaient pas de masque, qui ne pouvaient pas aller faire les courses, qui n'avaient pas de véhicule. C'était tous ces gens-là qui avaient effectivement besoin de la DAF tout de suite. Il y a tous les gens que vous avez sollicités qui étaient dans des quartiers sans trouver, parce que moi, on m'a fait des retours, j'ai contacté les personnes et qu'il y a des biens qui étaient faits,
qui ne sont pas le public de laser, particulièrement dans certains endroits, enfin, peu importe, le tout, c'est qu'il fallait trouver une solution. Contrairement à des petites associations, vous n'êtes pas sans savoir que l'ASAC, c'est une grosse structure, qu'elle doit aussi mettre en place des mesures barrières pour ses salariés. En premier lieu, il y avait un certain nombre de choses organisées et que c'est sans doute moins facile et moins souple pour une structure comme l'ASAC que pour une petite association qui a quelques bénévoles. Donc, il a fallu aussi de leur côté qu'ils puissent s'équiper en masque. On sait bien à quel point ça a été difficile de trouver des équipements au départ du confinement. Il y a une quinzaine de jours. J'ai dit, Isabelle, il y a eu la solidarité tout au long du confinement. La solidarité, c'est pas que l'ASAC qui l'a créée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai eu la directrice de l'ASAC, un certain nombre de salariés au téléphone toutes les semaines. On a fait le travail de coordination. On leur a demandé effectivement de pouvoir être disponible auprès de la population le plus vite possible et que leur côté puisse s'organiser. La solidarité, ce n'est pas que les associations, c'est à titre individuel aussi, chacun peut aider. Et bien aussi. Alors, sur le travail qui a été mené, le CCAS, les personnes qui étaient sur une liste de personnes vulnérables ont été appelées tous les 2 jours. Par les travailleurs sociaux, par les secrétaires du CCAS pour savoir s'il y avait besoin de quelque chose. La difficulté, c'est d'avoir un listing le plus exhaustif possible de personnes qui peuvent être vulnérables. Ça a été fait. Les personnes qui étaient inscrites au CEPAGE ont été appelées par les animatrices du CEPAGE très régulièrement également. Donc voilà, on a essayé. Il faut quand même se rendre compte que de toute façon, c'est une situation qui est complètement inédite et qu'il n'était pas certain qu'on soit au top tout le temps. Enfin, voilà, je n'ai pas du tout cette prétention-là. Il y a même des gens qui ont dit que je n'étais pas dans la ville, je pense que on ne m'avait pas vu dans la ville. Alors déjà, quand les gens sont confinés, il faudra que j'explique comment ils peuvent me voir. Juste ça, sur le principe. Et je pense que j'ai fait le boulot comme mes collègues, comme tous les citoyens qui ont le sens de la solidarité. J'ai fait le boulot. Moi, j'ai une responsabilité, c'était d'être là le matin et l'après-midi au téléphone pour régler des problèmes. Il y avait le problème du centre de santé qu'il fallait régler au début. Il y a eu le problème des masques, parce que les gens demandaient qu'on ait des masques, qu'on a des masques, qu'on a des masques. Quand il y a eu les masques, après, c'est la rentrée scolaire. Donc voilà, c'est ce qui fait l'élément passionnant de la fonction de maire. Peut-être un remerciement, si je peux me permettre, tout particulier, parce que dans cette période difficile, on était en contact permanent avec toutes les administrations, quelles qu'elles soient. Moi, j'étais en contact très régulièrement pour évoquer un peu des situations avec Pôle emploi, avec la direction de la CAF, avec les directeurs de la sécurité sociale. Et c'est vrai que les gens vont être là, qui étaient en rupture de droit. Pendant tout ce temps-là, on a pu avoir de la communication permanente et débloquer des situations avec de la souplesse qui s'est installée. Et voilà, les remercier parce que vraiment, sinon, on aurait été face à des situations personnelles extrêmement difficiles. Donc voilà, on a fait un petit tour de la situation. Donc on était aux finances avec la remise sur le loyer de la peine, qui est quand même une association à caractère social. Il y avait la gratuité de droit de place, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors l'attribution d'une subvention au comité de jumelage de Cognac, c'est bien évidemment par rapport à la commune avec laquelle nous sommes jumelés à Voilà. De la même façon que l'an dernier, face à la situation des plus de 1000 déplacés, nous avions fait une aide exceptionnelle. J'ai souhaité que cette année, je pense que la situation ne s'est pas améliorée et qu'elle s'est aggravée à cause du Covid, que nous faisons de la même façon. Donc voilà, on a validé, j'ai validé une subvention, parce que là, c'était de ma responsabilité. Peut-être qu'Anne-Marie, si elle est toujours avec nous. Anne-Marie, tu es toujours avec nous? Tu rouvres ton micro? Oui, je suis là, oui. Et tu nous dis un peu ce que vous avez fait à Boala, ce que vous avez, l'action qui a été menée. Il y a plusieurs actions, parce qu'il y a eu des citoyens qui ont décidé d'aider, voilà, et puis il y a le complément par la ville de Cognac. Oui, alors depuis le mois de décembre, on a eu plusieurs financements d'un ensemble vocal, de gens, de dons personnels, de Cognac, du comité de jumelage en tant que tel. Et donc, on a fait beaucoup d'actions auprès des déplacés internes. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe au Burkina Faso en ce moment, mais c'est un pays qui est vraiment dans la tourmente avec des attaques terroristes de plus en plus violentes et de plus en plus nombreuses. Donc, est venue par là-dessus se greffer l'histoire du coronavirus
Très franchement, le coronavirus ne semble pas être très virulent en Afrique en règle générale et au Burkina Faso, mais malgré tout, il a fallu quand même prendre des précautions, les gestes barrières, les masques, les gels hydroalcooliques, etc. Et bien évidemment, les CSPS, les communes n'avaient absolument pas de financement pour se procurer tout ça. Donc, nos actions ont été envers les déplacés avec des vivres, des couvertures, des nattes, etc. pour leur améliorer un petit peu le quotidien. Les déplacés, ce sont ce qu'on appelle les déplacés internes, ce sont les gens qui fuient leur village, qui sont attaqués par les terroristes et qui viennent se réfugier dans des communes qui sont protégées des attaques et qui sont un peu privilégiées. Boala, bien qu'étant dans une région plutôt attaquée en ce moment, n'a pas eu d'attaque et reste encore privilégié. Et c'est pour ça que Boala a reçu, alors on en est à peu près à 1000 déplacés. Ça change tous les jours parce qu'il y a des gens qui arrivent tous les jours. Il y en a quelques-uns qui repartent, soit dans leur village, soit dans d'autres communes. Mais enfin, en ce moment, on en est aux alentours de 1000 déplacés. Avec la dernière subvention de la commune, là, de Cognac, on a acheté 150 sacs de 50 kilos de vivres, du mil, du maïs et du riz. Et la semaine dernière, j'étais avec le maire de Boala et on est allé dans chaque campement de déplacés. Ils sont dispatchés sur 14 villages. Boala, c'est comme une communauté de communes en fait, hein. Il y a 16 villages et il y a 14 villages qui accueillent des déplacés. Et on est allé donc répartir les sacs de vivres à ces déplacés la semaine dernière. Voilà, donc merci beaucoup de la part du maire de Boala et des déplacés parce que franchement, ils sont dans une situation terrible. Enfin bon, tout le monde, là, en ce moment, la planète entière est dans une situation terrible et voilà. Mais ces déplacés-là sont partis sans rien du tout. Ils ont laissé leur élevage, ils ont laissé leur terre, ils n'ont rien, mais de rien. Donc, si ce ne sont pas les habitants des villages qui les accueillent, qui leur donnent à manger, ils n'ont rien à manger. Or, les habitants des villages sont eux-mêmes très pauvres, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, donc ça commence à devenir très, très compliqué. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Ça donne tout son sens à l'idée de Jumelage. C'est d'être solidaire avec les villes avec lesquelles nous sommes jumelés, comme les villes allemandes, écossaises, je crois, ont été solidaires avec nous quand il y a eu la tempête et qu'ils ont fait des arbres. Voilà, ça fait partie de la tradition de ce qu'est l'esprit du jumelage. Donc il y avait ça. Et puis l'attribution de la subvention à Stromboli, c'est ce que j'expliquais sur la partie culturelle, au bas des cases d'escalier à Coin. Voilà des décisions que j'ai prises et qui ne font pas l'objet de vote, parce que c'était sur quoi j'étais autorisé à faire. Bien, donc là, nous rentrons dans la partie des centres de santé, avec, c'est pour ça que nous avions absolument besoin d'avoir un conseil municipal avant le 1er juin, avec la création de postes pour le centre de santé de prévention. Dans le rapport, il y a des modifications à mettre parce que c'est 4 postes de médecins à temps complet recrutés entre juin et novembre, et c'est 3 postes de médecins à temps non complet, 25% compté du 1er juin 2020, et un poste de médecin à temps non complet, 50% à compter du 1er septembre 2020. Voilà. Donc ils sont payés en fonction de ce que prévoit la territoriale. Plus, pour que ça fonctionne, un centre de santé, il faut un coordonnateur qui sera embauché à temps complet au 1er juin 2020. Voilà, nous avons trouvé 2 postes de secrétaire médical à temps complet, recrutés entre juin et septembre. Donc la première était une personne qui était déjà au cabinet médical de la rue Bouillant, qui nous a elle aussi bien aidé pour la réussite de ce centre, du montage de ce centre de santé. Et puis nous, on aura besoin d'une seconde secrétaire parce que l'ouverture, c'est du lundi matin au samedi matin. Voilà. Donc ça fait une plage horaire où le salarié ne peut pas être présent à temps. Voilà ce qui est proposé. Alors bien évidemment, il y a un coût. Vous verrez dans le rapport suivant sur le projet de santé, comment les choses se constituent. C'est des coûts. Il y a un coût d'investissement, mais ça, on va y revenir, ce n'est pas le plus difficile. Après, il y a un coût de fonctionnement.
Et dans le coût de fonctionnement, bien évidemment, il y aura aussi les rentrées des actes médicaux, puisque c'est nous qui les percevons. Voilà ce que je peux dire sur ça. Oui, c'est tout. Michel, est-ce que je peux intervenir, s'il te plaît? C'est qui parle? Émilie. Émilie, oui. Émilie. Je t'écoute. Enfin, nous t'écoutons. Merci. Donc, comme tu le sais, avec Florence, effectivement, on partage votre constat et la nécessité d'agir sur le territoire de Cognac pour créer un centre de santé avec des médecins salariés. Vous savez aussi que le conseil départemental a lancé sa propre politique de santé à l'échelle de son territoire. Et comme tu l'as dit, on a commencé par ouvrir 2 centres de santé à Aigres et à Coteaux du Blanc-Zaquet, puisque c'est les secteurs qui sont les plus gravement touchés par la désertification médicale et sur lesquels aucun autre dispositif n'était annoncé. Le département a également annoncé qu'il était prêt à ouvrir une structure similaire dans le Cognacé si nécessaire, ou à reprendre une structure similaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Florence, nous avons obtenu l'engagement que le département soutienne le projet du centre de santé de la ville de Cognac. Donc ça, c'est par rapport notamment à la délibération numéro 4. Alors, par contre, autant j'ai pu faire tes louanges sur la partie masque, autant on ne partage pas complètement la méthode que vous employez. Puisque, comme tu t'en souviens, Michel, afin de faire avancer le dossier et trouver une position commune, une réunion a été organisée au département avec vous en janvier dernier à notre initiative. Et d'ailleurs, preuve du bon déroulement de cette réunion, tu avais repris, Michel, mot pour mot, certaines propositions qui avaient été faites par le département donc pendant cette réunion. Tu les avais reprises dans la presse et j'ai vu qu'elles étaient reprises également dans le projet de santé. Donc, comme par exemple l'idée de créer des logements pour des médecins internes, des jeunes médecins, au premier étage de l'immeuble place Camille Godard. Depuis le mois de janvier, silence radio, donc la ville s'est emparée seule du dossier, sans travail partenarial avec le département. Et donc, la semaine dernière, on a reçu la demande de subvention d'équipement de 138 000 € à 2 semaines de l'ouverture et alors que les travaux sont déjà bien entamés. Donc, le projet actuel du centre de Cognac, tel qu'il est présenté là dans la description qui en est faite, il soulève des questions qui sont à la fois financières, techniques, administratives. Donc, de toute façon, le département aura besoin de ces précisions pour pouvoir étudier la demande de subvention. Et ces précisions me semblent également nécessaires parce qu'on est quand même sur un budget d'investissement à 550 000 €, un budget de fonctionnement compris entre 530 et 630 000 € avec une subvention communale qui est annoncée pour l'instant à 126 000 € par an au maximum. Et donc, il me semble important qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient précisées, sans quoi ce centre de santé pourrait se révéler une bombe à retardement financier pour notre ville, dont les capacités financières sont malheureusement limitées. Alors déjà, il y a certains points qui restent... Enfin, je vais vous lister un petit peu des questions qu'on avait. Vous jugerez la façon la plus pertinente pour y répondre. En visio, ce n'est pas très facile pour échanger. Donc, il y a certains points qui restent flous, notamment le projet de santé et les budgets prévisionnels. Ils font état de 3 ETP médecins, 4 en 2022. Or, les créations de postes, alors dans le rapport, elles en prévoyaient 5. Et d'après ce que je comprends, en fait, c'est un petit peu plus, 5,25 de ce que tu as listé tout à l'heure. Donc, question quand même, entre le projet de santé et les budgets et la délib, donc quel sera le dimensionnement réel du centre de santé et donc le budget associé, puisque les charges et les recettes forcément varient en fonction des ETP qui sont mises. Deuxième question, vous indiquez donc dans le projet de santé que les médecins auront un rôle de coordinateur interne, dont la mission principale est de mettre en place un système d'information partagée au sein du centre. Du coup, quel est le rôle du coordinateur administratif si chaque médecin est lui-même déjà un coordinateur? Quelle sera l'appétence des médecins, donc
qui au démarrage, tu l'as dit Michel, sont des médecins effectivement retraités, peut-être très férus de nouvelles technologies, tant mieux, mais quelle sera vraiment leur appétence pour mettre en place ce système d'information partagée? Et du coup, quel pourcentage de leur temps ne sera pas productif, ne servira pas en gros à recevoir des patients? Troisième question, quelle cadence attendez-vous de vos praticiens? Et cette cadence est-elle compatible avec ce temps improductif dont on vient de parler? Cela pour voir si les recettes, en fait, ne sont pas un peu surestimées par rapport à ce qui est annoncé dans le budget. Parallèlement, on se demande également, donc quatrième question, si certaines charges ne sont pas sous-estimées. Par exemple, le montant des fournitures et des petits matériels médicaux là, qui sont valorisés à 3 500 € par an, ça paraît assez faible. Le coût de la collecte des déchets à risque infectieux est oublié ou en tout cas n'apparaît pas. Le temps consacré par les services supports de la ville n'est pas valorisé. Le poste salaire des médecins est-il vraiment en adéquation avec les contrats signés, puisque vous devez maintenant avoir, j'imagine, les contrats signés. En fait, tu l'as compris, Michel, ce qui nous inquiète, c'est si les recettes sont un peu surestimées et les charges un poil sous-estimées, à combien peut se monter la subvention communale annuelle? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est pour l'instant annoncée à 126 000 € par an, mais donc jusqu'où peut-elle aller? Cinquième question, d'ailleurs, pourquoi ne fait-on pas un budget annexe de fonctionnement pour ce centre de santé qui permettrait d'avoir une meilleure lisibilité, une meilleure transparence pour un meilleur suivi des coûts? Alors, sixième question, plutôt sur les travaux. Le budget travaux de 550 000 €, il est basé à 80% sur l'obtention de subventions publiques, dont celle pour le département. Donc, comment fera la ville si elle ne les obtient pas? A-t-on la capacité de mobiliser un emprunt supplémentaire au niveau de la ville, compte tenu de notre situation financière? Et d'ailleurs, vous mentionnez dans ce financement, c'est ma dernière question, des fonds communaux pour 121 000 €. Ce n'était pas très clair. Est-ce qu'il s'agit de la participation de la ville de Cognac ou est-ce qu'on a prévu de faire appel aux communes avoisinantes dont les populations, on espère, pourra bénéficier de ce centre de santé? Et si jamais elles refusent, comment fait-on? Puisque là, on n'a aucun pouvoir pour les contraindre. Donc, tu le vois, Michel, beaucoup d'interrogations et d'incertitudes et donc de risques sur le plan financier. Donc, de nouveau, on l'avait déjà fait et on le refait. Nous, on réitère avec Florence notre proposition de coopération entre nos collectivités, de pouvoir travailler davantage entre la ville et le département pour assurer la pérennité de ce centre de santé, pour pouvoir déterminer la nature du soutien apporté par le département. Donc, encore une fois, on est convaincu du bien fondé de la démarche, mais on reste également convaincu qu'il en est de la santé comme des autres sujets, que seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Complètement d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle j'avais pris contact avant les élections municipales avec Brigitte Fourré, première vice-présidente, en charge de ce dossier au département, qui m'a dit de voir avec le coordonnateur médical médecin du département et qui n'a pas trouvé le temps de nous rappeler avant les élections municipales. Je dis les choses telles qu'elles se sont passées. Moi, je l'ai dit, je suis tout à fait prêt à ce que demain, ce centre devienne départemental, parce que je pense que le bras armé du département pour aller chercher des médecins est sans doute plus important que celui de la ville de Cognac, même si on est peu connu, même si le fait que le centre existe, comme je l'ai dit dans mon intro, les médecins attirent des médecins. Voilà. Moi, je veux bien cette question que tu as. Je pense qu'on est sur la technique. Sur le financement, je l'avais dit, et je crois que tous les candidats à l'élection municipale trouvaient qu'il fallait bien à un moment avoir une réponse aux besoins en santé du territoire. Il y a un coût. À partir du moment où on considère que la santé, et notamment la démographie médicale, est un dossier prioritaire, il faut être en capacité d'y mettre l'argent qui va avec. Ce n'est pas de jeter l'argent par les fenêtres, c'est de mettre l'argent qui est nécessaire pour faire venir les médecins. À un moment, je rappelle quand même que le cabinet médical de l'Alliance citoyenne a fermé, c'est le 1er avril, et que les citoyens appelaient la mairie au secours.
Et je les ai, tous ceux qui ont appelé, j'ai demandé qu'on me donne leur numéro de téléphone, je les ai rappelés pour leur expliquer la situation. La plupart sont rassurés aujourd'hui parce qu'ils savent qu'à la fois le centre médical, le centre de santé de fait, va être ouvert, qu'ils vont retrouver leur médecin, qu'il y aura même plus de médecins qu'il y en avait auparavant dans le cabinet médical qui a fermé. Ça veut dire qu'on répond à plus d'habitants qu'il n'y avait de patients inscrits au cabinet d'Arles-Citoyen. Et moi, je remercie les médecins d'avoir agi correctement. Bon, j'en dirai pas plus sur les histoires de date. Là. Moi, j'ai le sentiment que ça en a arrangé que ça ne se règle pas avant les élections municipales. Voilà. Bon, hélas, le virus est passé par là et du coup, c'est bien nous qui l'avons géré. Alors, Franck Souris, pourquoi pas un budget annexe, ça sera vraisemblablement en 2021. C'est en train de se discuter avec la Direction générale des finances départementales. Initialement, ce n'est pas ce qui nous a été demandé. Nous, on a souhaité être accompagnés par eux sur cette partie-là. C'était le cas. On a sur les subventions, peut-être que sur la partie plus financière, peut-être que Philippe pourrait dire des éléments complémentaires à ce que je viens de donner, mais quelque part, l'objet premier, je le rappelle, c'était qu'on puisse enfin trouver, renfoncer un point pour répondre aux besoins en santé de notre territoire. Alors, le reste, on y arrivera. Ils y arriveront, ceux qui seront en responsabilité. Je ne suis pas inquiet, sachant que c'est la priorité des Cognassais. Et qu'à un moment, il faut répondre à cette priorité-là. Et je le redis, on a négocié, moi je remercie le boulot qui a été fait dans un premier temps de négociation par Elisabeth, dans un deuxième temps par Anne-Sophie Geoffrey, la directrice des ressources humaines, qui a négocié les contrats qui ne seront signés que demain, parce qu'il fallait qu'il y ait une délibération qui valide l'embauche pour qu'on puisse signer les contrats. Donc ils ne seront signés que demain, les contrats. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être la partie technique, notamment sur toutes les questions qui concernaient la question de pourquoi on recrute un coordinateur, alors que les médecins font de la coordination. Alors déjà, tu as deux aspects, tu as la coordination administrative et financière, et tu n'as pas de les donner, mais c'est différent de la coordination médicale. Administrative et financière ne sont pas des médecins, des praticiens de santé. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Et puis, si tu étais peut-être un peu plus penché techniquement sur le dossier, en fait, un coordinateur est une obligation dans le cadre des conventions qui sont signées avec l'ARS. Ça fait partie du cadre des centres de santé. Nous devons avoir un coordinateur. C'est la réglementation qui l'impose. Sinon, nous ne pouvons pas avoir d'agrément, ça ne peut pas être un centre de santé. Il y a un certain nombre de questions que tu poses sur la partie prévention, sur le temps dédié des médecins et la partie pourcentage. C'est pareil, ça c'est aussi lié au statut même du centre de santé. Ce n'est pas une maison médicale, c'est un centre municipal de santé. Et donc, il y a une fédération qui allie tout ça. Il y a des conventions avec l'ARS. Et dans ce travail-là, de toute façon, c'est une obligation, on ne peut pas faire autrement que de disposer de ce temps-là. Et par exemple, pour te donner un exemple, la ville, on est porteur d'un contrat local de santé. J'espère bien que demain, les médecins du centre de santé participeront à quelques réunions du contrat local de santé. Alors évidemment, tu ne peux pas comptabiliser ça sur un pourcentage qui pourrait peut-être être dans ton esprit de 20% par semaine ou un truc comme ça. C'est des réunions ponctuelles sur la coordination de santé sur le territoire. Ça peut être quelques réunions à l'année avec la direction hôpitale, quelques réunions dans le cadre du CLS, tout au plus, peut-être en comptabilisant un jour, 5-6 jours par an de réunions de coordination sur un certain nombre de sujets. Sur le coût des charges, je parle sous couvert aussi de ceux des techniciens qui ont monté le dossier, mais ils vont en dire quelques mots, mais on s'est aussi basé sur d'autres centres de santé, on n'est pas plus vieux que la moyenne. On a quand même pris des chiffres et travaillé avec l'ARS sur ce qui a été constaté sur des centres de santé qui fonctionnent ailleurs. Enfin, les chiffres, on ne les a pas non plus sortis du chapeau n'importe comment. Alors, voilà, il y a un certain nombre de réponses. Après, je pense que Philippe va pouvoir faire les commentaires. Mais un centre de santé, c'est quand même ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un cadre qui n'est pas celui d'une structure ordinaire et qui a des obligations des professionnels de participer à la coordination des soins et de coordination de santé, notamment avec une obligation. Et nous travaillons, donc, je l'ai dit, avec Soyaux, mais aussi avec Bergerac, puisqu'il y a un regroupement possible et on a trouvé intéressant d'être avec 3 municipalités qui sont géographiquement pas trop éloignées, plus facile pour Soyaux que pour Bergerac, mais voilà, donc on est là-dessus. Bon, après, moi je ne sais pas si pour les questions que vous posez, elles ont tout leur sens, et il y a des réponses, et il y aura des réponses qui
qui arriveront. On s'est mis d'accord avec les médecins, on a discuté avec eux le nombre d'actes par heure. On a convenu qu'il y aurait là-dessus un temps qui serait un temps dédié à l'étude des analyses qui reviennent de la part des patients, des labos d'analyse, des actions de prévention, etc. Tout ça, c'est en train de se caler. On les a rencontrés la semaine dernière. Les choses ils étaient satisfaits. Ils étaient très satisfaits du locaux, de la visite. Alors, c'est vrai que quand on connaissait le cabinet médical de la rue Saint-Briand, ça pouvait être mieux. Voilà, et ils en sont tout à fait conscients et tout à fait satisfaits. Voilà. Donc, bon, après, on peut pinailler sur ceci ou cela. Moi, je le redis, l'objectif, c'est que ce centre, il ouvre au 1er juin, et j'en dirais, ce ne sera pas au 1er juin, ça n'arrivera pas. C'était même le redevance du médecin, il y avait Moucha qui traînait. On n'a pas forcément été aidé dans un premier temps sur le centre, le cabinet médical d'arrêt Saint-Briand. Les choses se sont améliorées ensuite. Voilà. Je pense que les Cognacés, nous serons reconnaissants à ceux qui auront validé ce centre de santé d'avoir fait ça pour la population. Ce n'est pas pour la gloire, on fiche. C'est juste qu'on aura essayé de répondre à un besoin qui était en attente. Et comme je l'ai dit, et je le répète, j'ai fini j'ai toute une phrase. Comme je l'ai dit et je le répète, médecins salariés, médecins libéraux, l'objectif, c'est qu'on ait plus de médecins à Cognac, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient salariés. Et si dans les médecins salariés du centre de santé, il y en a qui demain veulent exercer en libéraux, eh ben, ils iront exercer en libéraux. Et le centre de santé existant, il y aura l'arrivée d'autres médecins qui viendront. On a cité les chiffres là, de ce gars-là. On a eu 2 autres contacts. On verra si à l'avenir ça peut se confirmer. On a 2 autres contacts. L'existence même du centre de santé avec des médecins affichés attire d'autres médecins. Voilà. Alors, par contre, il y a Isabelle qui a le droit de... Moi, je voudrais savoir, j'ai 3 petites remarques à faire. La première, j'ai plus l'impression d'entendre la candidate en avant Cognac que la conseillère municipale Cognac d'abord. Je suis ensuite surprise que vous disiez à M. Bourrachat qu'il a repris les propositions du département, alors qu'en décembre, le 18 décembre et le 6 février, vous disiez qu'il n'y avait aucune coordination entre le département et la mairie. Oui, on s'est vu en janvier. C'est normal. Oui, aussi. Et puis la dernière chose, il faut que vous m'expliquiez pourquoi, en tant que conseillère municipale, Cognac d'abord, vous étiez pour les médecins qui exercent en libéraux, et en tant que conseillère départementale, maintenant, vous êtes favorable à ce que les médecins, à ce qu'il y ait un salariat des médecins. Parce que la situation a évolué, Isabelle, entre 2014 et 2020. Vous savez quoi? Le temps passe, la situation change. Et donc, il n'y a plus de médecins, les Cognacés, la désertification médicale s'intensifie à Cognac. Et je rejoins tout à fait Michel, il faut trouver des solutions. Si ça doit passer par un centre de santé avec des médecins salariés, à titre transitoire, peut-être à titre définitif, eh ben, il faut en passer par là. Le but, effectivement, c'est de pallier au manque de médecins. Le jour où il y aura suffisamment de médecins libéraux, eh ben, peut-être qu'il n'y aura plus besoin de centre de santé communal ou départemental, ou quel qu'il soit. Mais je pense que vous confondez, Isabelle. Ce n'est pas la candidate qui vous parle, c'est la première partie. C'est vrai que nous avions, nous, à l'origine, un projet qui était différent, parce que nous voulions faire une maison de santé avec essentiellement des médecins libéraux. Il se trouve que nous n'avons pas gagné l'élection de 2014, vous l'avez remarqué, sûrement, aussi. Donc, c'est un autre projet qui a vu le jour, c'est un projet que nous ne partagions pas à l'origine, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un véritable besoin. Alors, un besoin qui arrive même tardivement, parce que c'est vrai que moi, j'étais aussi client, toujours client, et malheureusement, mon dossier m'a été retourné à la fin du mois de mars. Au mois de mars, on me demandait de venir, la secrétaire m'appelait pour me demander de venir rechercher mon dossier ainsi que de ma famille, les enfants et tout ça. Donc, on est tous venus chercher notre dossier. Donc maintenant, on n'a pas de médecin. Donc, la question que se pose aujourd'hui, et que je me pose moi-même, c'est est-ce que par rapport au centre de santé avec des médecins salariés, on va être prioritaire? Est-ce qu'on va garder nos médecins référents ou pas? Voilà, c'est ces questions-là qu'attendent aujourd'hui les Cognacés, c'est de savoir comment ça va s'organiser pour eux dans le concret, et non pas dans la théorie, et donc dans les choses qui sont un peu frimeuses,
n'ont pas beaucoup d'intérêt en fait aujourd'hui. Alors, je peux te répondre tout de suite. Hein. Le centre de santé, tu n'es pas obligé d'avoir un médecin attitré, mais quand tu avais un médecin, quand tu avais un médecin, tu peux retrouver ton médecin. Si tu le souhaites, il dira, voilà, je ne donne pas les noms, mais non, je donne pas les noms, mais oui, c'est possible. Et l'ouverture au 1er juin va permettre de prendre les inscriptions. Alors, il y aura un médecin qui va être là pour faire une urgence, voilà, mais ce sera le temps de prendre les inscriptions pour un démarrage avec les 4 médecins. On pourra choisir son médecin. Tu pourras proposer de choisir ton médecin. Et si un jour ton médecin n'est pas là, comme il y avait une remplaçante, et je le remercie de devenir un médecin à temps plein dans le centre, tu auras un autre médecin le temps que l'autre vienne, comme ça se fait dans un cabinet libéral de ce point de vue-là. Simplement, tu ne feras pas l'avance des frais pour la partie sécurité sociale. Pour l'instant, restera à faire l'avance des frais pour la partie mutuelle. C'est quand même un peu compliqué, il y a un nombre de mutuelles très important. Il y aura sans doute à travailler là-dessus. C'est pareil, mon successeur va se déterminer. Mais la partie avance de soins, de frais de soins, ne se fera pas pour la partie sécurité. Marianne. Mais quand même, on peut être fier d'avoir été assez entêté sur ce sujet-là, de cette battue, parce que moi, quand même, c'est partie des conclusions que j'ai fait il y a déjà au moins 6 ans, je suis sûre que dans les souvenirs, j'ai toujours défendu cette configuration-là depuis plusieurs années. Oui. Et qu'on voit bien, et qu'on lit avec la crise qu'on vient de traverser, avec cette Covid, qu'on a besoin plus que jamais de pouvoir accéder à un médecin qui soit libéral. Moi, je n'étais pas non plus fermé complètement sur la question du salariat. Après, quand on avait rencontré les internes en médecine générale, 9 sur 10 voulaient être salariés. Donc, à un moment, ce que j'avais dit depuis longtemps, c'est que s'ils veulent être salariés, et bien, si on veut avoir des médecins, mais il faut les salariés. Point. Après, effectivement, s'il y en a qui vont vouloir partir en libéral, peut-être, pourquoi pas. Et puis, la structure, elle est faite pour évoluer. Mais on voit que dans la phase qu'on traverse, et vous l'avez très bien dit, vous n'aviez plus votre dossier médical fin mars. Le Covid est arrivé, le confinement, le 17. Moi, combien d'appels j'ai eu de gens qui n'avaient plus de médecin traitant, suite à la fermeture du cabinet Brillant, qui étaient très inquiets dans la période qui était très anxiogène quand même qu'on a traversée, avec beaucoup d'incertitudes au départ. On voit bien la nécessité de pouvoir porter des structures publiques comme celle-ci et leur intérêt pour l'avenir. Et pour répondre un petit peu au débat de tout à l'heure, heureusement qu'on a été entêtés, heureusement qu'on a avancé, heureusement qu'on n'a pas attendu qu'on nous rappelle pour que le projet se fasse, parce que sinon, je vous le dis, le projet ne pourrait pas avoir le jour le 1er juin. Et encore cet après-midi, j'ai été questionnée par des gens qui cherchent des médecins. Et qu'en fait, il y a le débat politique qu'on a entre nous, certes, c'est une chose, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de médecin, avec des enfants aussi en bas âge, qui en ont besoin. Et que parce qu'on a eu la volonté forte de porter ce dossier jusqu'au bout, même si tout le monde n'était pas d'accord avec nous, demain, nous avons trouvé des solutions pour les premiers essais. Merci Marianne. J'ajoute dans les personnes que je devrais remercier, la première cadre de la ville à s'être impliquée dans le dossier s'appelle Aurore Guérino, qui a été directrice générale adjointe à la ville, et c'est elle qui nous avait accompagnés d'un point de vue professionnel sur le sujet. C'est avec elle que nous étions allés à la Ferté-Bernard, vous vous souvenez du débat à la Ferté-Bernard, voilà. Et voilà. Donc c'est comme ça que les choses sont nées. Et voilà. On peut peut-être clore le débat, je pense que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Je propose qu'on passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, le vote est la création de poste pour le centre de santé est adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie. Le deuxième point, c'est la demande de subvention. Donc, je ne vais pas refaire le débat. On a fait un peu l'historique. Voilà, il y a à peu près de 550 000 euros de travaux. Voilà, donc on a demandé des subventions à la région, on va en avoir. On a demandé des subventions à Grand Cognac, on va en avoir. On demande des subventions au département, je compte sur vous, Émilie et Florence, pour que nous en ayons. Et bien évidemment, il y a une part qui revient à la ville là-dessus. Effectivement, comme ça a été dit, il restera le problème du fonctionnement. Bon. Et ça doit dépendre de notre capacité à faire fonctionner le centre de manière la plus efficace possible.
Et c'est le travail qu'on a amené, et que le coordonnateur que l'on a embauché pour amener avec les médecins. Et pour dire les choses franchement, on n'a pas, dans la direction des services, on n'a pas les compétences pour gérer un établissement de cette nature aujourd'hui à la ville. On a porté le dossier, comme je l'ai expliqué, on l'a fait lire, on l'a fait aboutir, mais demain, on a besoin de quelqu'un qui soit en relation directe, régulière, et avec toutes les missions qui nous arrivent en plus, demandées par l'assurance maladie, par l'ARS, pour un centre de santé. Voilà. Donc, bon, je soumets le rapport numéro 4 au voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Personne ne se manifeste. On va dire que le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et comme dit Philippe, qui est en lien avec moi, les honoraires payent les salaires des médecins. Voilà. C'est la structure qui bâtit comme ça. Le rapport suivant est lié bien évidemment avec le centre de santé, puisque nous proposons de mettre en zone bleue toute la rue qui est devant le centre de santé, zone bleue à 1 heure, pour permettre aux patients de pouvoir aller à leur rendez-vous auprès du médecin. Et on a trouvé un espace pour les médecins et pour la secrétaire dans une zone qui nous appartient. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de désaccord sur l'idée de faire une zone bleue de cette nature. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je ne vois personne qui lève le doigt. Il y a Jérôme qui y réfléchit. Bien, donc je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport suivant, Patrick. Il s'agit d'une garantie d'emprunt. Nous avions accordé en septembre 2011 une garantie financière à l'Ogélia sur un emprunt de 2 162 519 € pour 25% de cette somme. L'Ogélia et la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, ont renégocié cet emprunt sur le capital restant dû, c'est-à-dire 1 720 343. Il s'agit de passer d'un taux variable à un taux fixe à 0,89 et un allongement de la durée du contrat de 25 à 26 ans. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Olivier, tu as fait une réflexion aussi. Bien, donc le rapport est adopté à l'unanimité. Les deux rapports suivants, c'est Olivier qui va nous les présenter, mais comme il est confiné, c'est moi qui vais m'en charger. C'est deux rapports qui touchent au personnel. Alors, tout d'abord, c'est la mise en place du régime indemnitaire en tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, ça s'appelle le RICEP. Et c'est un complément à une délibération qui date du 20 décembre 2017. C'est dans le RICEP l'intégration de nouveaux cadres d'emploi qui n'avaient pas été pris en compte et pour lesquels il y avait une revendication de la part des personnes concernées. Ça touche toutes les fonctions publiques, mais pour ce qui concerne la municipalité, il y a quelques postes: ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux, psychologues, auxiliaires de périculture et éducateurs des jeunes enfants. Et donc, l'attribution du RICEP au nouveau cadre d'emploi concerné nécessite de prendre une nouvelle délibération. Donc, je vous demande un premier vote. Et dans la délibération, il y en a un second. Mais est-ce qu'il y a une remarque sur le sujet? S'il n'y a pas de remarque, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je regarde la salle, je regarde mon écran. Non, il n'y a pas de vote contre. Je vous en remercie. Le deuxième point de ce rapport, c'est la modification à titre exceptionnel des critères définis au protocole d'accord relatif au régime indemnitaire pour le versement de la prime de mars. Compte tenu du caractère unique de la situation sanitaire actuelle liée au Covid et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, il est proposé à titre exceptionnel de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé maladie ordinaire atteint du coronavirus. Voilà. Ainsi, la prime annuelle de mars, qui sera versée en 2021 en fonction des arrêts de maladie, ne sera pas impacté par les arrêts de maladie liés au virus. Voilà. Est-ce que ça suppose des remarques? Je soumets le deuxième rapport au point. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Le dernier rapport, c'est une prime exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid.
Alors, vous savez qu'il y a une volonté du gouvernement de donner une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, qui sont soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid. Bien, donc ce qui vous est proposé, c'est d'instituer une prime exceptionnelle dans la limite des textes applicables qui sont visés ci-dessus, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale qui ont participé au plan de continuité d'activité durant la période de confinement. Ce sont des agents qui, dès le premier jour, se sont retrouvés au contact de la population et donc au contact d'un risque qu'on ne maîtrisait pas. Donc l'enveloppe prévisionnelle pour cette année et ses chiffres à 30 000 €. Donc il est dit le montant est attribué aux agents particulièrement mobilisés occasionnant un surcroît de travail en fonction du présentiel et de l'exposition au risque. Donc participation directe à la gestion de crise, maintien des missions dans des conditions exceptionnelles ou réalisation de missions en contact direct avec les usagers, rendues plus complexes par la crise sanitaire. Versement de la prime se fera en une seule fois, sur le mois de juin ou juillet, c'est en fonction des discussions qu'on va avoir avec les partenaires sociaux, mais n'aura pas de caractère reconductible. La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, un engagement professionnel, au résultat ou à la performance ou versée en compensation à des heures supplémentaires, les astreintes et interventions dans le cadre des astreintes, et les crédits nécessaires au versement de la prime seront prévus, bien évidemment, au budget, sinon on ne pourrait pas la suivre. Voilà, ça ne fera pas 1 000 € par an. Ça va faire et on a fait une différence dans le temps réel de présentiel avec rendez-vous. Est-ce que ça marche? Michel? Alors oui, attends, j'ai Romuald qui a levé le doigt, comme il est dans la salle, il est prioritaire. C'était qui? C'est Christian qui a levé le doigt? Oui, c'est moi. Non, c'est pas Christian, c'est Gabi. C'est qui? Ah non. Mais Christian, il a levé il a fait coucou, la main, il a levé coucou longtemps. Alors Diaby, si tu veux, vas-y. Attends, j'ai dit, enfin, c'est quand même le maire qui décide de la, voilà. La parole est à Romuald. Ça vous assoit. Mais je vous vois, les garçons, ne les gênez pas. Oui. Donc, juste une petite remarque un petit peu Question. politique, parce que c'est vrai que j'ai vu un petit moment, c'est bien joli par exemple. De coûts de fonctionnement, de ratio, de logique comptable, ça je l'entends, bien entendu, c'est important, mais quand même, en cette période réellement de crise, où le gouvernement a trouvé quand même des millions, on va dire des milliards d'euros. Merci Émilie qui a reconnu notre travail. De la mairie. Et l'éducation. On est en train de se rendre compte que quand même, oui, c'est important les infirmières, c'est important les soignants, c'est important l'hôpital, c'est important les médecins, comme ça peut être important aussi, bien entendu, les enseignants, et que tout ce qui est communication, télétravail ou autre, ça ne suffit pas. Donc, s'il vous plaît, oui, il y a des coûts, mais arrêtons d'associer forcément les missions importantes, comme ça a été dit, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'éducation, et forcément en face à un coût financier. Ah, mais c'était, on a retrouvé Romuald. Donc, c'était Christian qui avait le doigt le premier. Oui, je voulais dire, je voulais saluer justement pendant cette période, bon, bien sûr, très difficile. Les Cognacaises et les Cognaçais ont apprécié le travail effectué par les agents municipaux qui, bien sûr, malgré ce confinement, eh bien, les agents ont travaillé, ont assuré leur mission et avec, bien sûr, avec la conscience professionnelle qu'ils ont. Et bon, je pense que c'est une bonne chose, on peut saluer et les remercier. Très souvent, les fonctionnaires sont décriés en disant oui, ceci, les fonctionnaires. Enfin, moi, je dis une chose, que ce soit sur le plan national ou que ce soit sur le plan local, eh bien, les fonctionnaires étaient là et heureusement qu'ils étaient là et on peut encore les remercier vivement. Bravo. L'ancien agent municipal et délégué syndical n'a pas perdu. Ben oui, mais c'est normal parce que puis je les connais bien. Ben, bien sûr. Alors, Diaby et après Émilie. Diaby, tu es toujours là? Oui, vous m'entendez?
Ouais, moi c'est juste remercier Émilie, qui a reconnu le travail qu'on a fait. Ça, c'est formidable, Émilie. Franchement, là, je te remercie. Tu as reconnu ce qu'on a fait pour les masses. Merci. Bravo, Yavi. On va finir, on peut pas. C'est pas possible. Émilie. Oui, merci Gabi. Alors moi, j'avais une question peut-être un petit peu plus dérangeante, je suis désolée. Donc, comme vous l'avez dit, on a eu, enfin, sur le principe de la prime, je trouve ça très bien, ça me paraît excellent. Mais on a eu un certain nombre d'agents qui ont été en autorisation spéciale d'absence, en ASA. On a je crois, une ordonnance, ou je ne sais plus exactement quelle mesure, mais qui permet en fait à la collectivité éventuellement de faire en sorte que ces gens-là posent quand même quelques congés payés ou quelques RTT dans une certaine limite, comme c'est le cas dans le privé. Et qu'avez-vous prévu de faire pour… C'est exactement ça, on a prévu 5 jours. 5 jours pour les ASA. 5 jours pour les ASA. 4 jours pour les ASA. Et 4 jours pour les autres. Par mois ou 4 jours au total? Non, sur la période. Non, sur la totalité. Sur la période. Peut-être pas aller au maximum de ce que le dispositif vous proposait, c'est ça? Parce que je crois que le dispositif… Non, mais il y a eu une discussion. Tu sais que la proposition du gouvernement a été attaquée. On est sur la moyenne de ce que font les collectivités locales. Alors, il y en a qui ont obligé les agents à poser des jours, mais qui n'ont pas donné de prime. Nous, on a fait le choix d'accompagner plus ceux qu'on avait un peu contraints à être présents, quoi, voilà, du fait de leur mission. Et en revanche, on a demandé qu'il y ait des jours qui soient pris selon soit les RTT, soit les congés, mais pour les aides. Voilà. Effectivement, je pense que c'est important que les salariés du privé, ils ont quelque part été obligés, eux aussi, de poser des congés payés, ils n'ont pas eu le choix. Et je crois que c'est bien pour la population que voilà, tout le monde soit un petit peu logé à la même enseigne. Ça évite justement ensuite les remarques désagréables sur les fonctionnaires. Alors qu'il y a des entreprises qui ont été plus généreuses que… Tout à fait, c'est vrai. Ah, d'accord. Ça dépend des entreprises, ça dépend peut-être aussi de leur situation financière, ça dépend des conventions collectives, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas une obligation. Voilà. C'était donc la dernière. Alors, il faut qu'on vote. Voilà, donc je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. On doit voter le budget politique, donc le 18 juin, si vous trouvez. Est-ce qu'il va y avoir une commission des finances? Bien sûr. Sur le planning. Non, on a arrêté la date du conseil tout à l'heure. D'accord. Donc, on va faire la rétroactivité. D'accord. C'est l'appel du conseil. C'est l'appel du conseil. Michel? Donc, je remercie tout le monde. C'était un peu compliqué au départ. Je remercie Eric qui a perdu quelques cheveux dans la bataille. Mais ça fonctionne. Voilà, merci pour une expérience que j'espère ne pas renouveler de cette façon. En revanche, que le conseil municipal à l'avenir soit filmé, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors, ça fait la place aux internautes. Et ça contribue à l'éducation. Quand tout va bien, il y a 20 personnes, 30 personnes dans la salle, mais plus généralement, il y en a 5 ou 6. Et du coup, avec une retransmission sur les réseaux sociaux, ça permet à beaucoup plus de gens de pouvoir vivre la démocratie locale en direct. Donc voilà, merci mesdames, messieurs, et protégez-vous. Et à bientôt, j'espère. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.